pour commencer, sur les campements parisiens, la population qu'on voit le plus, enfin, majoritairement, c'est les hommes migrants qui sont seuls. Il y a quelques mineurs et des familles, mais c'est majoritairement des hommes qui vivent du coup dans des camps, donc, dans des conditions d'hygiène déplorables, dans des conditions de vie précaires. Il y a une certaine promiscuité qui conduit à un développement du coup, de certaines maladies qui se propagent beaucoup plus facilement dans un environnement sale et confiné. Qui dorment dans des tentes, dans des sacs de couchage, qui se traitent, sur des cartons, enfin même le sol avec la piste, avec les toilettes que la mairie de Paris n'habite pas. Bref, c'est très très clair. En plus pour eux, en tout cas de mon expérience et de ce que j'ai vu avec les migrants à Paris, l'accès aux soins il est super difficile, rien que dans l'éducation thérapeutique. Parce que dans leur pays, c'est pas des gens qui vont très souvent chez le médecin, ils n'ont pas le même rapport au médecin que nous on a en France, d'aller souvent chez notre généraliste, chez un spécialiste. Eux, ils n'ont pas énormément cette éducation thérapeutique-là, du coup ils arrivent en France, et forcément du coup déjà il y a un changement de météo, donc ils tombent plus facilement malades. En plus ils ont marché, ils ont pris la mer, ils sont fatigués, ils sont plus sensibles à tomber malades, et ils sont surtout très 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 fatigués. Donc du coup l'accès aux soins est difficile, donc de 1 parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude, et de 2 parce que le système d'accès français pour les migrants il est assez compliqué, parce que je pense que peu de gens connaissent le fonctionnement des passes, et c'est là où sont orientés les migrants pour leur prise en charge médicale. Les maladies qu'on voit très souvent sur les campements parisiens, donc pas mal de symptômes qu'on voit, c'est le nez qui coule, la toux et le mal de tête. Le mal de tête c'est quelque chose qui est très très récurrent, surtout la nuit. On avait beaucoup aussi, j'en ai beaucoup vu au lycée Jean Carré. On n'était pas encore le bon à ce moment-là, mais je m'en souviens, il y avait énormément qui avaient mal à la tête. Et ça, en général, il y avait un collectif de psychologues qui étaient là-bas, et c'est souvent signe, du coup, le mal de tête, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, pas toujours, hein. Ça vous arrive d'avoir mal à la tête sans que vous alliez mal psychologiquement, mais c'est un signe, il faut garder ça dans un coin de sa tête. Si un migrant vient vous voir, qui a souvent mal à la tête, qui n'arrive pas, même avec un Doliprane, ça passe pas, voilà, il faut se dire qu'il faut lui proposer un psy, c'est très compliqué. Parce qu'ils n'ont pas non plus l'habitude des psychologues, mais franchement, ils le prennent. Il y en a plein qui acceptent volontiers, et à qui ça fait énormément de bien de voir des psys. Donc il ne faut vraiment pas se dire que c'est perdu d'avance. Il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer. Donc les maux de tête, le nez qui coule, la toux, et évidemment la gale. La gale, c'est le problème qui est inhérent à pas mal de camps, pas tous. Hein. Il y a des camps où il n'y a pas eu de gale, mais il y en aura beaucoup de camps, et surtout c'est très 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 chiant de s'en débarrasser. Et c'est comme ils vivent tous ensemble, ce que je parlais tout à l'heure, promiscuité, ils se la refilent les uns aux autres. Et c'est compliqué à guérir, parce que, non, c'est pas compliqué à guérir en soi, mais justement dans un contexte comme ça devient beaucoup plus difficile. Si vous et moi on la trame, la gale, c'est un peu chiant à s'en débarrasser, mais ça va. Par contre, pour quelqu'un qui vit dans la rue, qui n'a pas la possibilité de changer ses vêtements tous les jours, qui dort dans un sac de couchage et qui n'en a pas d'autres, parce qu'il n'y a pas tous les jours des maraudes qui passent et qui ne vont pas lui en donner un s'il y en a déjà un, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, ça on n'y pense pas, mais c'est aussi très récurrent, c'est très compliqué. Il ne va pas laver les linges à 60 degrés, vous dites c'est un migrant, non, en fait il ne fait pas ça. Donc voilà, il y a plein de, mais je vous dirais, il y a une technique aussi pour les migrants pour laver leurs linge par rapport à la gale, je vous en parlerai après. Alors, la prise en charge dans les passes. Déjà, qu'est-ce que c'est que les passes? Les passes, c'est les permanences d'accès aux soins de santé. Il y en a dans pas mal d'hôpitaux parisiens, mais en fait, sur le papier de l'AP-HP, il présente plein de passes dans presque tous les hôpitaux, mais dans la réalité, il n'y a pas toutes les passes qui fonctionnent. Parce que dans certains hôpitaux comme Bichat et comme Tenon, Loïse maintenant elle les connaît par cœur, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de vraie passe. La passe elle est greffée au système des urgences. Et pour avoir été moi en stage du coup aux urgences de Bichat, les personnes qui arrivent en se présentant à la passe, en fait ils se présentent aux urgences. Du coup elles attendent pendant super longtemps, et avoir un médecin des urgences, c'est pas un médecin de la passe. Alors que d'autres comme Lariboisière, Saint-Louis, Saint-Antoine, là c'est des vraies passes, c'est un vrai service à part. Donc voilà pour les passes. Donc, permanence d'accès aux soins de santé, c'est pourquoi? Donc c'est pour les personnes dans des conditions précaires, qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas de couverture sociale. Donc ça peut être des migrants, mais c'est aussi des personnes pas migrantes dans des conditions précaires, des SDF. Les migrants sont SDF aussi, mais ça je vous l'ai dit. Alors, il y a un truc que j'aimerais éclaircir, parce qu'il y a beaucoup de fois, plusieurs fois c'est arrivé sur les campements que les soutiens orientent les migrants vers la mauvaise structure. Ça arrive, hein, c'est pas très grave, parce qu'il y a les urgences et les permanences d'accès aux soins. C'est deux choses bien différentes. Orienter quelqu'un aux urgences alors qu'il devrait aller à la passe, c'est une perte de temps, ça va l'embêter, il va attendre pendant beaucoup d'heures, et il aura une très mauvaise expérience de l'hôpital, et ça va le faire chier d'y retourner, clairement.
Alors que quelqu'un qui est orienté vers une passe, bah, il va être vraiment pris en charge. Après, même dans les passes, il y a différents types de passes parce qu'il y a des spécialités de passes, je vous en parlerai après. Et du coup, selon le type de maladie et selon le profil du migrant, de sa maladie, là, vous l'orientez vers telle ou telle passe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la passe? En arrivant à la passe, il y a une prise en charge en même temps médicale et en même temps sociale. Parce que du coup, aucune couverture sociale, pas d'argent, du coup, bah, pas de possibilité d'acheter ces médicaments, ni quoi que ce soit. Donc en arrivant, il va y avoir un entretien avec un assistant social qui va un peu faire un bilan du coup de la situation sociale de la personne. Elles ne sont pas toujours présentes, ces assistantes sociales, elles ne sont pas toujours là dans les services. À Saint-Antoine, ils ont une super passe et une super assistante sociale. Enfin, franchement, s'il y a besoin d'orienter quelqu'un qui a plusieurs maladies ou qui a une maladie assez compliquée, orientez-le vers Saint-Antoine, il y a une super prise en charge là-bas et l'assistance sociale est super sympa et parfois elle aide même les migrants à monter leur dossier d'AME, ce qui je trouve super cool parce que c'est un peu compliqué. Parfois dans les centres, leurs travailleurs sociaux ne le font pas forcément avec eux, ça dépend des centres. Donc quand on arrive à la passe, on passe par l'assistance sociale directement qui fait l'évaluation et qui va nous permettre après de voir un médecin, un premier médecin qui sera un médecin généraliste qui va pareil faire un bilan du coup de la santé, lui dire ce qui ne va pas et tout. Normalement, dans la prise en charge des migrants, ce qui doit être fait à l'arrivée à l'hôpital, quelqu'un qui est dans des situations précaires et qui est migrant, c'est une radio pulmonaire. Dans les faits, c'est très rarement fait. Pourquoi une radio pulmonaire? Parce que souvent les migrants sont une population très très touchée par la tuberculose et ils sont très touchés dans leur pays, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois arrivés en France et dans les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivent, elle se déclenche au moment où ils arrivent en France. Du coup, à l'arrivée de tous les migrants, à l'arrivée à l'hôpital des migrants, une radio pulmonaire doit être faite, mais c'est très rarement fait, sauf si le migrant se plaint de tout, par exemple, ou qui crache du sang, ou qui crache à purulent. Par contre, après, je vais parler de gaz, ça va pas être très sexy, hein, mais c'est important. Donc voilà, après il voit le premier médecin généraliste qui fait un petit bilan. S'il a besoin de l'orienter vers un spécialiste, par exemple vers un ortho, vers un gastro, voilà, il lui donne des rendez-vous plus tard dans les services de l'hôpital. Et du coup, pareil, en fait, en étant passé par la passe, il n'aura plus besoin de refaire tout le déroulé à chaque fois. Donc une fois qu'il est lancé par là, il a des rendez-vous qui sont pris automatiquement par la passe. Il a le jour, l'heure, c'est important qu'il y soit à l'heure, parce qu'à l'hôpital on a sa place finie. Et voilà, et du coup, après ça va permettre de voir un spécialiste. Donc on commence par un médecin généraliste pour passer au spécialiste s'il y a besoin ou pas. Pour les horaires de la passe, vous tapez passe APHP sur Google, il y a tous les horaires, mais en général c'est le matin, parce que ça change d'une passe à l'autre, donc je ne vais pas tous vous les donner, mais en général c'est le matin, il faut arriver à l'heure, voire un petit peu en avance pour prendre un ticket, pour être sûr de passer, parce que certaines passes prennent un nombre limité de personnes. Donc voilà. En général, le problème qui se pose dans les passes, c'est le problème des traductions. Parce que du coup, ils sont face à des personnes qui ne parlent pas forcément français, parfois qui parlent anglais, mais les personnes hospitalières ne parlent pas anglais, donc ça aussi ça pose problème. Et ils ne pensent pas à appeler une plateforme de traduction, et il n'y a pas forcément de personne qui peut traduire. Du coup, ça c'est hyper compliqué. Donc si vous envoyez quelqu'un à la passe, nous, ce qu'on fait sur les campements, et c'est un truc qui marche plutôt bien, c'est d'écrire du coup ce que je pense que vous comprenez avec les migrants avec qui vous discutez, parce que je ne sais pas par quel moyen, mais genre en arabe ou en français, ou en anglais, pardon. Vous écrivez sur une feuille du coup les symptômes, et du coup il a présenté. Après c'est super compliqué parce que le médecin va lui poser 10 000 autres questions, mais voilà, ça donne une espèce de... ça facilite un peu la tâche et on fait encore un petit peu leur boulot à leur place parce que normalement ils doivent appeler une plateforme de traduction, mais c'est très peu fait. Oui, alors après par exemple, les migrants qui ont par exemple l'AME, la CMU, ils peuvent aller dans des centres, hospitaliers, les espèces de cliniques qui prennent les couvertures sociales telles que l'AME, la CMU. D'accord. C'est mieux que d'y aller à la passe. À la fin de la passe, dès qu'il sort de la consultation, il a une ordonnance. Et cette ordonnance, les médicaments, il les récupère à la pharmacie de l'hôpital sans les payer. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de passe IST qui est programmé. Par contre, il y a le CDAG de Bichat et le CDAG de Saint-Louis. C'est anonyme et gratuit, donc migrants ou pas. Il n'y a pas un truc spécial. Non, mais dans le CDAG de Saint-Louis, ils sont super bons parce qu'ils font un bilan vraiment de tous les IST et pas que du VIH. Vous les orientez déjà vers la passe de Debré et les signaler à Emmaüs. Emmaüs, même si vous ne les connaissez pas, il y a par exemple les groupes soutien aux exilés de Stalingrad, il y a plein de gens dessus. Réfugiés de la Chapelle en lutte, vous mettez juste un message en disant j'ai besoin de rentrer en contact avec quelqu'un d'Emmaüs car j'ai une famille et
enfin, il y aura forcément quelqu'un qui vous répond parce qu'il y a plein de soutiens qui s'occupent spécifiquement des mineurs, comme des familles, comme des enfants à la rue. Et sur les campements, Emmaüs fait une maraude pour repérer les femmes enceintes, mais ils vont lui demander un certificat de grossesse. Et effectivement, il y a des associations, une association qui s'est montée il y a quelques mois, oui, qui s'appelle Cali et qui a comme objectif principal les femmes migrantes. Voilà. Et qui, elle aussi, fait des maraudes sur les campements. Ah oui, il y a juste une question qui se pose aussi, c'est sur les accompagnements à la passe. Si on accompagne les migrants, oui ou non. Je pense que c'est... Enfin, ça dépend de chaque personne. Chacun est libre de le faire ou non. Nous, au PAM, on ne le fait pas. On oriente directement parce que moi, j'estime que si une personne est orientée vers une bonne passe et de la bonne façon, il n'y a pas besoin d'accompagnant. Mais après, c'est vrai que même quand ça peut arriver qu'une personne soit bien orientée, avec tout ce qu'il faut, mais qu'elle ne soit pas prise en charge, qu'il y ait un problème sur place. Donc voilà, quand il y a des problèmes comme ça, c'est important de se rendre sur place. Les mineurs, je pense que c'est important de les accompagner, les femmes enceintes également. Mais je pense que c'est dans un contexte aussi d'éducation thérapeutique, parce qu'en France, le système médical il est hyper complexe et c'est hyper personnel. Je pense que c'est hyper important aussi qu'eux-mêmes prennent en main aussi leur santé. Là, je vais vous parler de la gale. Voilà. Alors, la gale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est une infection de la peau. C'est dû à une espèce de poux microscopique. J'utilise des mots vulgaires, mais c'est pas vraiment ça. C'est un espèce de poux qu'on ne voit pas, qui vient dans la peau. Ça se transmet en fait, c'est une transmission directe interhumaine. En fait, la gale, c'est considéré comme une IST. C'est une infection sexuellement transmissible parce que du coup, c'est en contact long prolongé avec une personne qu'on l'attrape. Après, donc ça, c'est la majorité des cas. On l'attrape en contact avec des gens. Il y a aussi très très peu de cas, je crois que c'est de l'ordre de 10 ou 15%, où on l'attrape via la laiterie, via les vêtements, via le sac de couchage, via la couverture. Mais ça, c'est peu par rapport au nombre de transmissions interhumaines. Donc, ça vous gratte beaucoup, 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 surtout la nuit. Donc c'est ça les signes de la gale, c'est grattage nocturne, ça c'est les deux signes les plus importants. Parce que si vous grattez qu'en journée et pas la nuit, c'est un peu suspect. Normalement c'est grattage nocturne et à des endroits particuliers. Donc les poignets, les chevilles, au niveau du pubis et au niveau des fesses, ça c'est des endroits de prédilection. Après il y a aussi au niveau des mamelons, il y a aussi dans le ventre. Il y a juste certaines régions qui sont épargnées en général, c'est le dos et le visage. Ça en général on ne se gratte pas trop là, sauf à un stade très très avancé de la gale. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, le petit pouls là il est microscopique, donc c'est pas parce que vous voyez rien que vous ne l'avez pas. Ça sert à rien de regarder, il y a juste un dermato avec un dermoscope qui peut le voir, mais même ils le font même plus maintenant parce que c'est un diagnostic purement clinique. Donc voilà, transmission directe et indirecte, donc entre humains via la laiterie. Il y a une période d'incubation de 5 jours à 1 mois pour la gale. Donc ça veut dire que si je suis en contact avec une personne qui a la gale, c'est pas le lendemain que je vais commencer à me gratter. C'est très psychologique aussi la gale. Hein. Quand on sait qu'on est rentré en contact avec une personne qui a la gale, on a l'impression qu'on se gratte le soir et tout, ça y est, je l'ai chopé en fait. Non, on peut se détendre un petit peu, on peut souffler. Donc il y a une période d'incubation entre 5 jours et 1 mois, ça dépend, ça peut être entre les deux. Du coup, entre ces 5 jours et 1 mois, c'est là qu'on va avoir les premiers symptômes, à savoir le grattage. C'est le symptôme clé de la gale. Et surtout, à recrudescence nocturne. Et ça peut venir à un point où les mecs ils dorment plus de la nuit et on a des pensées suicidaires. Hein. C'est arrivé à des patients moi dans les livres des bouquins que j'ai de médecine dans lesquels j'apprends, ils parlent souvent de patients qui pensent à se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils veulent dormir, ils n'y arrivent pas, et ça gratte de partout, et ça fait au gratter et ça rend fou. C'est vrai que ça rend fou. Du coup, comment reconnaître la gale? Comme je vous dis, c'est les grattages. Après, au niveau des lésions, c'est vraiment des espèces de tout petits boutons, mais après, parfois, il n'y en a pas beaucoup, c'est hyper individu dépendant, c'est des espèces de tout petits boutons, mais après, vous avez aussi des petites traces, je ne voulais pas vous mettre de photos, mais des espèces de petites traces comme des sillons en fait, qui sont super superficielles. Et voilà, ça c'est quand on regarde de plus près, c'est ça qu'on voit. Dans les cheveux aussi ça fait... Non, dans les cheveux, non. Le cuir chevelu, il est épargné aussi. Non, ça c'est les poux. C'est de l'autre famille, c'est des cousins de la gale. donc les boutons, j'en avais parlé, la localisation. Voilà, un truc qui est important quand vous venez de rencontrer un migrant qui vous dit voilà j'ai la gale, c'est de savoir où il vit. Non, en général c'est sur un campement, mais s'il est dans une tente, s'il est avec une autre personne dans la tente, cette personne-là se gratte ou pas. Parce que si vous voyez le migrant qui dort avec une autre personne, avec son pote dans la tente, lui il va le soigner, mais si son pote est là, il va la rechoper à nouveau. Et c'est ça qui est hyper compliqué de la gale, c'est que c'est un traitement non seulement personnel, mais aussi global, et c'est un traitement de groupe. Après, c'est ça qui est très difficile sur les campements parisiens, c'est qu'on ne peut jamais traiter tout le camp. Enfin, c'est très dur, on peut faire de l'éducation par rapport à la gale, on ne peut pas traiter un camp de 2000 personnes comme il y avait à Stalingrad jusqu'à hier matin par exemple, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on essaye de faire de la prévention autant qu'on peut,
mais il y a des trucs qu'on ne pourra pas gérer. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un migrant qui est en cours de français et tout, qui nous dit qu'il est légal? On l'oriente vers la place de Saint-Louis. Il faut y aller le matin, ça va à 9h. L'hôpital Saint-Louis, c'est Concours, le métro, ou Jacques Conservant, c'est juste à côté. Lui demander s'il y a d'autres malades, s'il vit avec d'autres personnes qui se grattent, depuis combien de temps. Essayez de voir un petit peu si c'est légal ou pas. Après, vous n'êtes pas médecin, mais même si... De toute façon, si ça le gratte, c'est que c'est un problème dermato. Dans tous les cas, même si c'est pas légal, il faut l'envoyer à la place de Saint-Louis. Donc dans tous les cas, vous n'êtes pas perdant. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Et donc il va avoir des dermatos, et en fait les traitements de la gale, c'est soit par médicament, soit par spray, soit par douche. Les médicaments, en gros, c'est en 2 prises. Je ne vais pas vous donner les noms, on s'en fiche, mais en gros, c'est en 2 prises qu'il faut prendre à 1 semaine d'intervalle. Donc ça aussi, c'est important, une fois qu'il revient de la passe, de lui expliquer s'il a bien compris le traitement, qu'il faut bien qu'il reprenne 1 semaine plus tard la même dose de médicaments, parce que s'il prend que la première, c'est pas efficace. La gale ne va pas être guérie. Donc ça, c'est important de lui dire de se traiter la 2e fois. Donc non seulement il y a le traitement médicamenteux, où il y a le spray gale aussi, ça c'est le spray qu'on se met sur le corps. Pareil, ça faut le faire une 2e fois, une première fois, 24 heures plus tard, on le refait. C'est un peu dégueu, c'est un truc huileux, mais il faut le mettre absolument partout parce que si on rate un endroit, ils sont encore là. Donc il y a le traitement médicamenteux, soit les comprimés, soit le spray, et il y a aussi le traitement des tissus. Et c'est ça aussi qui est très compliqué sur les campements, c'est de coupler les deux, parce qu'un traitement médicamenteux sans un traitement des tissus et des vêtements, ça n'a aucun intérêt. Du coup, ce qu'il faut faire, donc, une fois que le traitement médicamenteux est fait, c'est donc normalement ce qu'il faut faire, c'est tout laver à 60 degrés. On sait très bien que c'est pas possible sur les campements, on n'a pas une machine à laver. C'est évident, mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est tout mettre dans un sac plastique, les fermer et les laisser 72 heures dans le sac fermé. Si il y a le pouls de la gale, en gros, s'il n'est pas en contact avec un humain pendant 72 heures, il meurt. Du coup, ça, c'est un bon moyen de faire ça sur les campements. Et vous pouvez aussi également orienter les migrants vers le vestiaire qu'il y a à l'église Saint-Bernard à la Chapelle, où il y a des vêtements. Vous savez qu'ils ont la gale, n'hésitez pas à leur dire, il y a le vestiaire, tu vas tel jour, ils vont te donner des vêtements, c'est cool, comme ça ils changent de vêtements, c'est pas les mêmes, et ils peuvent mettre les autres dans un sac plastique, et après les récupérer, ils pourront les remettre après. Je voulais juste rajouter que ça n'est plus, même si on vient de se traiter, ça ne disparaît pas le lendemain, ça met plusieurs jours à en disparaître, donc c'est normal qu'on se gratte encore pendant quelques jours. Alors les médicaments de la gale, c'est l'ivermectine, c'est un médicament qui est sous ordonnance, il faut avoir une ordonnance pour l'avoir. Par contre, le spray gale, je crois qu'il est sans ordonnance. Le spray gale, c'est le spray dont je vous parlais, huileux, il est sans ordonnance. Après, moi, vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux de les envoyer à la place de Saint-Louis, parce que une fois, il y avait un migrant au lycée Henri Carré qui avait une gale surinfectée, et c'est tellement surinfecté, en fait, il arrive à un point où il ne se grattait même plus, il avait juste il avait des abcès qui étaient tous surinfectés. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas pensé à la gale, mais c'était ça, et il faut qu'ils voient un médecin. Donc dans tous les cas, c'est toujours mieux qu'ils voient un médecin. Ouais, c'est déjà éviter les contacts. Après, il ne faut pas devenir parano, c'est pas parce qu'on serre la main à un migrant qu'on attrape la gale, franchement. Avec tous les soutiens, sinon on l'aurait déjà tous eu, c'est pas le cas. Faire gaffe à la literie. Pas partager sa literie avec les autres. Mais en fait, ces conseils d'hygiène-là, c'est génial quand on a une maison, quand on est chez soi. Mais en fait, dans la rue, dans les campements parisiens, tous ces conseils d'hygiène, en fait, ils sont biaisés parce que ça rentre pas du... Enfin, c'est pas la réalité du terrain. Du coup, il n'y en a pas vraiment, à part se laver les mains souvent, mais même si on se lave les mains, en vrai, ça n'enlève pas le sarcope. C'est se laver les mains, pas partager sa literie, pas partager ses vêtements, pas dormir collé à une personne qui a la gale. Ça semble évident, mais parfois on ne sait pas qu'on a la gale aussi. Faut pas devenir parano, c'est pas parce qu'on serre la main à un migrant qu'on attrape la gale, franchement,